L'implication des jeunes et des femmes dans la vie politique est au centre d'une session. Il s'agit de partager avec les acteurs des partis politiques les recommandations issues de l'atelier de la lecture des charges des partis politiques. Dans la chronique Un jour, une formule qui signe son retour après un mois de pause, il sera question des droits de veto. Connaissez-vous les droits de veto? Élément de réponse dans ce journal avec Souri Ibrahima Keïta. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, c'est communiqué. Le ministre de l'Éducation nationale a le plaisir d'informer les candidats au baccalauréat de session de juin 2023, les parents d'élèves, les partenaires de l'école et l'opinion publique nationale que les résultats du baccalauréat malien session de juin 2023 seront proclamés ce vendredi 4 août 2023 à partir de 17h. Ces résultats seront disponibles dans toutes les académies d'enseignement, dans les établissements d'enseignement secondaire et sur le site du Centre national des examens et concours de l'éducation nationale www.cnecemali.ml. Les administrateurs scolaires sont invités à respecter rigoureusement le jour et l'heure de la proclamation. Partager avec les acteurs des partis politiques les recommandations de l'atelier de la lecture des charges des partis politiques pour une meilleure implication des jeunes et des femmes dans la vie politique. La question regroupe le consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes en partenariat avec le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Les détails avec Mamari Kone. Cette journée d'échange s'inscrit dans le cadre du plaidoyer entrepris par le consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et des femmes du Mali. Les résultats obtenus après l'organisation de 2 ateliers sur le rôle des jeunes des partis politiques dans la refondation et la charte des partis politiques constituent les documents de travail de cette journée. Cette journée d'échange a pour objectif, entre autres, de favoriser un cadre d'échange entre le consortium et le ministère délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Partager les recommandations du consortium sur la relecture de la charte des partis politiques et améliorer l'implication des jeunes et des femmes dans le processus de réformes politiques et institutionnelles. Le consortium bénéficie de l'appui de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, un institut qui est convaincu que les jeunes et les femmes doivent prendre le leadership du renouveau politique et civique dans notre pays. Nous avons mené plusieurs réflexions et sommes très heureux de voir que plusieurs pistes qui sont sorties de ces réflexions ont été prises en compte lors de l'élaboration des textes. Certains ont déjà été votés comme la loi électorale et d'autres sont en cours comme la charte des partis politiques. Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, la promulgation de la nouvelle loi fondamentale par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta ouvre la voie au grand chantier des réformes politiques et institutionnelles. La charte des partis politiques, réceptacle des règles et principes mis à la disposition des partis politiques pour régir, entre autres textes, la conquête et l'exercice du pouvoir, est un bon sujet, non seulement au regard du fait que la charte a près de 2 décennies d'existence, mais aussi au regard du contexte sociopolitique qui a connu bien des mutations qu'il faut nécessairement capitaliser et intégrer dans les dispositifs juridiques pour son actualisation. Les recommandations issues de cette journée seront mises à la disposition du gouvernement. Parlons maintenant de l'agriculture. Lors de la campagne agricole précédente, une nouvelle espèce de jacide a causé d'importants dégâts dans les champs de coton. Afin de trouver une solution idoine, Mali Protection Culture a mis au point un insecticide pour lutter contre ces espèces. Pour mieux informer et sensibiliser les différents acteurs sur cette solution visant à protéger les cotonniers et les cultures en général, la société spécialisée dans le traitement des cultures a organisé un atelier avec les producteurs et les experts du secteur agricole. Reportage signé Nouhoum Sissoko. Au Mali, la campagne cotonnière 2022-2023 a été marquée par une infestation massive de jacide.
Les actions de ces ravageurs se sont soldées par un effondrement de la production de l'or blanc. Pour faire face à ce fléau, les plus hautes autorités ont pris la situation à bras-le-corps en sollicitant les services de MPC, Mali Protection Culture, qui a trouvé un produit dénommé Oulala contre la nouvelle espèce de jacide en question appelée Amaraska bigutula. Amaraska bigutula a impacté les champs de coton, pour certains autour de 50% du rendement qu'on avait l'habitude de connaître. Nous, MPC, avons été sollicités par la CMDT. Il a fallu tout de suite mettre en place une certaine logistique pour répondre aux besoins de la CMDT. Ce qui a été fait avec toutes nos usines en Inde et en France. L'essentiel a été fait. Le produit Oulala contre la jacide Amaraska bigutula a été validé par les autorités et la recherche coton du Mali. Les autorités ont fait ce qu'il fallait pour que le produit puisse arriver. Nous avons fait une série de démonstrations sur le gombo et même sur le cotonnier que nous avons sémé en contre-saison pour montrer que les différents produits que nous avions sont efficaces. La solution proposée, que ce soit la solution pour le Mali, et que vraiment tous les effets liés à la jacide soient vraiment un mauvais souvenir pour le Mali. MPC Mali est membre du groupe UPL. La société met son expertise et son savoir-faire au service de l'agriculture malienne à travers une offre intégrée de solutions en mettant sur le marché des produits agropharmaceutiques de meilleure qualité en conformité avec la réglementation en vigueur. Restons dans le domaine de l'agriculture et de l'hivernage. Pendant l'hivernage, plusieurs quartiers changent de visage. Les déchets, les eaux stagnantes sont quelques réalités qui rendent la vie difficile aux riverains de ces quartiers de Bamako. Les personnes rapprochées par notre équipe de reportage dirigée par Koumba Sissé pointent du doigt l'incivisme comme la principale source du désagrément causé. Youma Touré, quinquagénaire, est vendeuse de nourriture dans un quartier de Bamako. Juste derrière son lieu de vente se dresse un tas d'ordures et d'eau stagnante. En cas de pluie, les riverains du quartier sont exposés aux odeurs piquantes des ordures, à la prolifération des mouches et des moustiques. Impossible pour certaines personnes de manger dans un tel cadre insalubre. Un phénomène qui joue naturellement sur les recettes de Madame Youma. On a tout fait, rien n'a changé. Les clients viennent rarement parce que l'endroit est insalubre. Les dimanches derniers, nos jeunes se bagarraient avec les auteurs de cet acte. Même hier, je n'ai pas pu m'asseoir ici à cause des odeurs. Dans ce parking de lavage, les jeunes qui y travaillent ont du mal à se trouver un endroit où s'asseoir. Les chaises sont placées dans l'eau et ce n'est pas n'importe quelle eau. En plus des ordures, l'odeur des eaux qui stagnent ici nous dérange beaucoup et cette eau sale demeure ici pendant tout l'hivernage. Face à cette situation, ce père de famille lance un cri de cœur aux personnes qui s'adonnent à ces pratiques à côté de son atelier. Après l'hivernage, l'eau disparaît complètement. Concernant les déchets, j'ai prié les auteurs de cet acte de ne pas verser leurs déchets ici. Si le dépôt anarchique de certains déchets est lié à l'incivisme, chez Aminata Keïta, la réalité est tout autre. Pendant l'hivernage, sa place est envahie par des ordures drainées par les eaux de ruissellement. L'eau draine les ordures. Chaque matin que Dieu fait, nous ramassons d'abord ces ordures avant de nous installer. Je suis obligée de rester ici car je n'ai pas d'autre endroit où aller. Pendant la saison des pluies, c'est aussi bonjour à la boue. Dans ce parc à bétail, il faut des chaussures adaptées. Conséquence, rares sont les clients qui avancent pour faire des achats. Nous ne savons pas comment évacuer l'eau. Chaque année, nous vivons la même situation. Les clients s'arrêtent au bord du goudron et n'osent pas venir. Les moustiques, les mouches, on n'en parle pas.
Si vivre dans un environnement sain contribue à la santé des populations, tel n'est pas le cas des habitants de ces quartiers insalubres comme ces derniers. En troisième région, les responsables des commissions nationales des frontières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire se concertent. Ils cherchent les voies et moyens pour renforcer les actions de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso, Moustapha Doumbia, Suleiman Bamba. L'objectif de cette concertation est de renforcer la collaboration entre l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso et les structures nationales en charge des frontières du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. À l'entame des travaux, le président du Conseil régional de Sikasso a rappelé les principaux objectifs de l'Union. Les objectifs visés sont entre autres permettre une intégration des communautés vivant de part et d'autre la frontière commune Mali et les autres pays voisins. Assurer la promotion et la réalisation des projets d'initiatives transfrontalières, permettre la définition des cadres juridiques et de gouvernance des actions transfrontalières. La rencontre doit amender le contenu du plan stratégique 2024-2028 de l'Union. Elle élabore et signe la feuille de route pour la mise en œuvre de la collaboration entre l'Union transfrontalière et les structures en charge des frontières. La démarche s'inscrit dans le cadre du programme de coopération transfrontalière locale, phase 2. Dans le cadre de la nouvelle phase du programme de coopération transfrontalière locale, phase 2, financé par la coopération SUS, l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo doit assurer la maîtrise d'ouvrage délégué des dits appuis et investissements en vue de mieux se familiariser avec les outils et capter les financements nécessaires au développement de l'espace transfrontalier. Les services techniques et les autorités maliennes accordent une importance particulière à la coopération transfrontalière. Ensemble, nous allons être en phase avec cette fêtière si nous parvenons encore à renforcer de façon formelle le cadre de collaboration en instituant un cadre juridique nous permettant de clarifier les relations entre les structures chargées des questions de frontières et la fêtière. Par notre présence effective, le Mali, tout comme le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble tous prêts pour accompagner la dynamique qui est déjà en route. Il importe de saluer la tenue de cette rencontre qui conforte les politiques et stratégies respectives de nos trois États qui sont liés dans leurs relations de coopération frontalière avec des accords cadres de coopération transfrontalière dont la vocation est de soutenir et d'accompagner les initiatives de coopération transfrontalière des collectivités frontalière. La concertation de 2 jours regroupe les responsables des commissions nationales des frontières, l'équipe de l'unité de gestion des programmes de l'UEMOA et les élus des collectivités frontalières de l'espace Escabo. Partons maintenant en Russie. En marge du sommet Russie-Afrique, les responsables d'universités publiques et privées du Mali ont effectué une visite à l'Université Polytechnique Saint-Pétersbourg. Là-bas, ils ont partagé les expériences académiques et développé des projets communs au profit des deux pays. À l'issue de la visite, suivons les réactions des universitaires russes et maliens. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Abdel Salam Bambara. L'année dernière, on a visité les universités à Mali, où on a parlé avec les gens, on a parlé avec les facultés, où on a vu qu'il y a beaucoup d'intérêt à l'éducation russe et surtout aux projets scientifiques communs, par exemple, qui amènent aux publications. Et donc aujourd'hui, on veut montrer notre université pour vraiment discuter avec les professeurs de notre université lesquelles thématiques sont les plus intéressantes. Qu'est-ce que nous, on peut proposer aux professionnels de Mali et comme ça, trouver les nouveaux, pourquoi pas, projets, même pour infrastructure ou économie ou juste les universités de Mali. En 1902, déjà, donc, l'université a été inaugurée.
Voilà plus de 120 ans où les professeurs, les universitaires, les étudiants ou les ingénieurs qui sont sortis de cette université ont participé au développement, à la découverte, à l'implication dans le développement de la Fédération de Russie industrielle, sociale et tout cela. Donc le musée regroupe les activités toute la vie de cette université. Cette université est parmi les meilleures en Fédération de Russie. À ce titre, nous avons même découvert que beaucoup de nos cadres ont été formés ici, qui sont des ingénieurs, qui sont des professeurs aujourd'hui dans les universités, dans nos grandes écoles, dont certains sont des directeurs et même des recteurs. Nous savons à travers tout ce qu'on a découvert dans les laboratoires de recherche, qui sont des laboratoires à la pointe de la technologie. Est-ce que vous avez des projets d'échange avec cette université? Oui, bien sûr. Nous avons prévu de signer des accords de coopération dans divers domaines. Cela va des sciences, des hautes technologies, en passant par tout ce qui est gestion, les sciences humaines et même l'apprentissage de la langue russe. J'ai fait connaissance de cette université qui date, je crois, qui a été créée au XVIIIe siècle et uniquement, surtout pour rendre indépendante la Russie de l'Europe. Donc ça m'a impressionné. Et en plus, j'ai vu beaucoup de choses, des niches qui peuvent nous permettre, si on s'inspire, si on parvient à établir une collaboration avec cette université, qui peut vraiment aider les universités maliennes à travailler dans le sens du développement de notre pays. Conjuguer nos efforts afin de répondre aux besoins du pays dans les domaines des cadres, technologie, transformation et l'éducation. Donc moi je pense que c'est dans ce sens qu'on a voulu effectuer cet échange avec le Mali. Alors ces différents responsables d'université sont venus voir l'expérience que Polytech en a, le savoir-faire dans le cadre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation que nous avons ici, afin de pouvoir dans quel cadre travailler ensemble, partage d'expériences afin de monter des projets communs avec l'enseignement supérieur de la recherche scientifique du Mali. De justice dans ce journal, la direction de la première région administrative du Mali, dans la capitale des Rails, a eu lieu hier l'installation solennelle du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Kayes. Les détails, c'est avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Husseini Traoré et Amadou Moro sont les désormais procureurs général et premier président de la cour d'appel de Kayes. Si le second est reconduit à son poste, le premier était précédemment substitut général après la cour d'appel de Bamako. Leur point commun, ils sont tous deux natifs des mois de juin dans la région de Mopti, de la promotion 1995-1997 de l'Institut national de formation judiciaire et ont chacun un parcours professionnel exceptionnel à travers tout le pays. L'affectation et la nomination de M. Amadou Moro et Husseini Traoré aux fonctions de président de la Cour des séances et de procureur général près la dite Cour, par le décret dont lecture des extraits a été faite par le greffier en chef, sont le fruit des efforts inlassables des intéressés, dont l'abnégation à la tâche et le sens du devoir. Cette cérémonie d'installation est aussi le lieu pour moi de rendre toute ma gratitude et celle de toutes les juridictions de Kayes au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour son engagement et sa détermination. Ainsi, ces deux nouveaux chefs de juridiction et de parquet de la région de Kayes sont désormais appelés à travailler main dans la main pour faire face aux défis qui les attendent. Monsieur le procureur général, c'est un réel plaisir de partager avec vous la lourde charge de diriger cette cour d'appel. La DRC que beaucoup ne comprennent pas est une force réelle lorsqu'elle se fonde sur la confiance, la cohésion et le partage. Nonobstant les spécificités de nos fonctions respectives, il nous revient de créer une unité dans la direction de cette cour. Les préludes y sont favorables pour le plus grand profit de la cour. Cette responsabilité est énorme et nous appelle à nous transcender pour mériter la confiance que nous ont placée les hautes autorités de notre pays en ces moments où le besoin de justice est de plus en plus grand et les exigences des citoyens pour une justice de qualité encore plus. La région de Kayes, par rapport à sa juridiction, est une région suffisamment difficile parce que les litiges sont la plupart du temps en groupe. Et il y a
une vieille habitude ayant la peau dure dans cette région auquel ils vont s'attendre. C'est généralement cette histoire de discrimination. Cette cérémonie d'installation des chefs de juridiction et de parquet au Mali a été voulue par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. L'installation solennelle prouve le renouveau de la justice malienne. Le but de cette installation est d'abord de présenter ces hauts magistrats à la communauté judiciaire et à la population de Caille. Parce que la justice, comme vous le savez, est rendue au nom du peuple malien. C'est une initiative salutaire de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui a tenu à mettre en application cette prescription légale qui, depuis 1961, en réalité, n'avait pas pu être mise en œuvre. Après Caille, c'est la région de Mopti qui va abriter sa cérémonie d'installation des chefs de juridiction et de parquet dans les prochains jours. Place à présent à la chronique Un jour, une formule qui signe son retour après un mois de pause. Connaissez-vous le droit de veto? C'est le pouvoir sans recours que détiennent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les permettant d'orienter le monde dans le sens de leurs intérêts. Un forum où ce n'est pas forcément la démocratie qui l'emporte avec la recomposition et où la reconnaissance de nouvelles forces économiques, militaires, diplomatiques, la restructuration de l'ONU dans sa composante Conseil de sécurité se pose avec acuité. C'est le sujet de la chronique Un jour, une formule signée Sori Brema Keïta. Organisation des Nations Unies, sortie du bain révélateur des cendres toutes chaudes de son ancêtre, la Société des Nations, SDN, elle-même créée en 1919 par le traité de Versailles pour empêcher les conflits dans le monde. Avec la guerre de 39-45, c'est la fin de la SDN de facto. Et bonjour l'ONU qui comprend aujourd'hui 193 membres, dont seuls 5 détenteurs du droit de veto. Ce sésame qui permet de s'opposer à n'importe quelle décision mise aux voix au Conseil de sécurité de l'ONU. Le droit de veto est un droit particulier dans le système des Nations Unies qui attribue à son détenteur de s'opposer. Si vous voulez, c'est un droit de rejet qui permet à un membre permanent des Nations Unies de s'opposer à un vote. Il y a un côté court et un côté jardin dans cette gymnastique politico-diplomatique à l'allure équilibriste. Le Conseil de sécurité comprend 15 membres, dont 5 indéboulonnables et au pouvoir sans recours. Les États-Unis d'Amérique, la Russie héritière de l'ex-URSS, la Chine, le Royaume-Uni, la France. On se demande bien qui leur a octroyé ce pouvoir de potentat. Eh bien, on est mieux servi que par soi-même. Ce sont eux qui se sont servis avec les 2 mains, avec leur seul titre de grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et au nom de la réorganisation du monde. Les différentes conférences sur le sujet faisant foi. Les 5 permanents peuvent sortir et s'opposer à n'importe quelle décision qu'ils jugent pas important pour leur intérêt. Okay. Il s'agit bien sûr d'un pouvoir aristocratique. Ceux qui ont gagné la guerre ont voulu bâtir le monde à leur entendement. Ils se sont réunis à plusieurs reprises. C'est ce que nous appelons les conférences de réorganisation du monde. Ils ont donné le droit de veto à ceux qu'ils veulent en ce moment. Donc voilà, donc il n'y avait pas de critères logiques ou de critères compréhensifs. Avec le statu quo, 188 États pays du monde sont rasés le plus souvent en leur absence, selon la belle formule en vogue. Et soit dit en passant, aucun pays africain ne détient le droit de veto. Et voilà qui donne du grain à moudre aux turféreurs de la réforme onusienne qui font aujourd'hui légion à juste raison. Mais sont-ils pour autant audibles? Ceux qui n'en détiennent pas, ça peut être nuisible à partir du moment où ils ne peuvent pas s'opposer à certaines décisions. Il serait extrêmement difficile de redistribuer les carottes parce que les contextes qui ont
contribué à la création des Nations Unies. Les contextes ont changé, les dynamiques ont changé et il serait extrêmement difficile de faire changer les acquis. Pour ces États qui détiennent le droit de veto, pour eux, c'est un acquis. La question de la restructuration a perduré dans les agendas. Il y a même des détenteurs du droit de veto qui ont demandé à un moment donné à ce qu'on élargit, à ce qu'un des pays européens ait le droit de veto, notamment l'Allemagne. Des réflexions sont en cours pour qu'un État africain, parce qu'il est incompréhensible que tout un continent, il n'y a pas un seul État qui détient le droit de veto. Il serait extrêmement difficile de réformer ce système, mais pas impossible. Si l'on crie sur tous les toits que les États n'ont pas d'amis mais des intérêts, il serait plus judicieux d'ajouter qu'un droit ne s'octroie point, il s'arrache. Si cela est vrai pour les individus, il est encore plus pour les États. Alors, pays non détenteurs de droit de veto, unissez-vous ou périssez ensemble. Sori Ibrahima Keïta. À présent, nous revenons sur ce communiqué. Le ministre de l'Éducation nationale a le plaisir d'informer les candidats au baccalauréat session de juin 2023, les parents d'élèves, les partenaires de l'école et l'opinion publique nationale que les résultats du baccalauréat malien session de juin 2023 seront proclamés ce vendredi 4 août 2023 à partir de 17h. Ces résultats seront disponibles dans toutes les académies d'enseignants, dans les établissements d'enseignement secondaire et sur le site du Centre national des examens et concours de l'éducation nationale www.cnecemali.ml. Les administrateurs scolaires sont invités à respecter rigoureusement le jour et l'heure de la proclamation. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.